Gaby Briot, je le disais dans les titres, vous êtes signataire des accords Oudinot en août 88. Michel Rocard nous a quittés. Qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on doit retenir de lui vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie ? Eh bien d'accord, d'abord tout a été dit, je crois tous les hommages ont été rendus, moi je m'y associe bien entendu. C'est quelqu'un qui a profondément marqué la Nouvelle-Calédonie parce qu'il a été l'initiateur du retour à la paix en 1988. Et je retiens de l'action de Michel Rocard son aspect pragmatique et novateur dans sa méthode. Les Calédoniens se sont mis d'accord, les protagonistes se sont mis d'accord à Matignon sur un statut de la Nouvelle-Calédonie. C'est ça le fondement, le noyau nucléaire des accords de Matignon. C'est un nouveau statut dans lequel les uns et les autres se retrouvaient suffisamment pour signer un accord dans une Calédonie qui restait dans la République. En 1998, il y a eu un deuxième accord, également sur le statut. Et Michel Rocard s'est exprimé il n'y a pas très longtemps dans un quotidien local sur le sentiment qu'il avait pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et il suggérait que nous ne pouvions pas échapper à un accord sur un nouveau statut. Alors on va parler de ce troisième statut, oui. Ce troisième accord, dont vous avez parlé d'ailleurs dans cet ouvrage, qui est le vôtre, le statut consensuel, l'impossible indépendance. Mais d'abord, pour les jeunes générations qui nous regardent et qui sont nées après, le statut Rocard, qu'est-ce qu'il y avait d'essentiel dans ce statut, en quelques mots ? Les ingrédients de la paix, d'abord. Les uns avaient fait la guerre pour une indépendance kanak et socialiste, et la guerre n'est pas un vain mot. Il y a eu une année de guerre civile et 3 années de troubles. Les autres souhaitaient que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France. Michel Rocard a introduit les ingrédients du progrès, de la novation, pour faire en sorte, encore une fois, que les uns et les autres s'y retrouvent dans une Nouvelle-Calédonie qui est restée dans la République. Les jeunes générations doivent y trouver d'abord la paix. Ils ignorent, ils n'ont pas connu cette époque pour ceux qui sont nés pendant les événements ou après les événements, mais la paix, c'est le facteur essentiel pour le progrès économique, social, culturel, la reconnaissance des uns et des autres. C'est d'abord ça le fondement des accords de Matignon, le retour à la paix et la prospérité qui s'en est suivie. Qui s'en est suivie depuis leur signature donc de ces premiers accords, Oudinot et ensuite l'accord de Nouméa. Alors vous disiez troisième accord, vous en parlez dans cet ouvrage, on ne peut pas y échapper selon vous ? Eh bien oui, parce qu'en 2018, la Nouvelle-Calédonie va se trouver, ou peut-être après, sans statut, puisque nous sommes dans une période transitoire et le statut issu des accords Nouméa va devenir obsolète. Il faudra bien trouver un autre statut pour la Nouvelle-Calédonie ou reconduire le statut actuel et donc se mettre d'accord sur un statut. Donc on ne peut pas y échapper. Mais ceux qui disent pas de nouvel accord, c'est pas la vérité parce qu'il faudra bien qu'on se mette d'accord. Donc vous dites qu'ils ce sont des menteurs, mais moi je dis pas qu'ils sont des menteurs, je dis qu'ils se trompent. Et que la vérité, c'est que la Calédonie ne peut pas échapper à un accord sur le statut. C'est ça l'accord. Alors, on vous suit jusque-là, mais ce troisième accord ou ce nouveau statut, qu'est-ce qu'on met dedans ? Parce qu'on n'arrête pas de nous parler des valeurs, mais on ne fait pas avancer un pays qu'avec des valeurs. Il faut un contenu. C'est pas les valeurs qu'on va mettre dans le statut. Il va nourrir le préambule. Oui, justement, quel contenu ? Est-ce que c'est une coquille vide ? Qu'est-ce qu'on fait avec les régaliennes ? Est-ce qu'on les garde ? Le statut va définir la place des institutions et la conformation des institutions. Y aura-t-il un gouvernement ou pas ? Les provinces vont-elles conserver les mêmes compétences ? La Nouvelle-Calédonie va-t-elle conserver ses compétences ? Y aura-t-il des transferts partiels de compétences régaliennes, ce qui est possible ? Et moi, j'ai écrit un livre dans lequel qui est intitulé « L'impossible indépendance ». Donc c'est très clair. Oui, il faudra donc que ce nouveau statut fabrique des institutions qui sont peut-être les mêmes que les institutions aujourd'hui et qui soient celles d'un territoire qui va rester au sein de la République. Mais Gaby Briot, nous sommes à 2 ans et vous nous dites il y aura peut-être. On ne sait toujours pas ce qu'il va y avoir. C'est toute la proposition de Pierre Froger depuis 2010 et je pense qu'on est sur cette voie. Mettons-nous autour d'une table et discutons de ce qu'il pourrait y avoir comme statut, puisque le nouvel accord, c'est un préambule pour définir l'esprit du statut, et puis le statut.
peut-être une nouvelle loi organique pour définir un statut. On peut le préparer aujourd'hui. C'est probablement ce qui est en cours. Votre parti, les Républicains, ne mériterait-il pas de faire un peu plus de clarté sur ce qu'il y aura dans ce statut? C'est un peu le sens de ma question. Mais tout le monde peut faire un peu plus de clarté. Les indépendantistes devraient dire davantage ce qu'il y a comme contenu dans l'indépendance. Moi, j'ai pas été très convaincu par ce qui est dit, mais chacun doit s'exprimer sur le sujet. Et de toute façon, rien ne se fera dans le dos des Calédoniens, puisqu'il s'agira d'un scrutin d'autodétermination. Alors pourquoi en est-on aujourd'hui dans cette faillite économique? Là on change, donc on vient à la situation économique. État d'urgence, on entend depuis de la CCI. Les socioprofessionnels, les entrepreneurs s'inquiètent, ils sont mal payés très longtemps après leurs travaux. Et on en est quand même dans une vraie impasse économique en ce moment. Pourquoi? Alors la Nouvelle-Calédonie doit affronter une crise qui est sans précédent. Ce n'est pas une crise cyclique comme elle a connu dans les années précédentes. C'est une crise sans précédent avec ce qui était annoncé depuis 2008 par certains experts, l'effondrement du cours des matières premières qui affecte donc l'industrie du nickel. Mais on a parallèlement des régimes sociaux qui sont dans le rouge. On a l'effondrement de l'économie du nickel pour une période qui est probablement plus longue que ceux qui espèrent qu'elle s'arrêtera en 2018. On a des difficultés dans les finances publiques. Et enfin, les entreprises calédoniennes qui sont en stagnation et pour certaines d'entre elles en entrée de crise. On est donc là dans des difficultés durables qui rappellent, c'est ce que j'indique dans mon livre, le risque de faillite de la Nouvelle-Calédonie qui rappelle la situation de l'Espagne ou celle de la Grèce avec une grande différence, c'est que nous sommes tenus, nous, d'avoir un budget en équilibre. Voilà la grande différence. Mais aujourd'hui, on entre dans une crise et on n'a pas su anticiper sur cette crise. Vous avez prononcé 2 fois le mot de nickel. Cette affaire de la STCPI dont on a vu qu'elle refusait de vendre une action et que ce sont les Japonais, donc des étrangers, qui vont le faire pour rendre ce prêt possible. Est-ce que c'est honteux ou pas honteux selon vous? Moi, je ne suis pas très fier de ce qui s'est passé parce que quand même, l'actionnaire calédonien est le seul qui n'a pas levé le petit doigt pour aider la société, sa société. Le nickel est une société calédonienne depuis plus d'un siècle, pour la sortir temporairement d'abord, parce que la crise n'est pas terminée, de cette difficulté. Et c'est pas très glorieux de devoir recourir à un actionnaire japonais pour obtenir le financement de plusieurs mois de survie de la société. On est toujours dans le dogme, alors, de la part de la STCPI. Écoutez, il y a des politiques qui s'expriment sur le sujet, mais je crois qu'à un moment, il faut être pragmatique, c'est ce qu'ont rappelé les syndicats de la SLN. On a une entreprise qui est calédonienne. Il y a des générations de Calédoniens qui sont levés tôt et couchés tard ou n'ont pas dormi de la nuit pour faire vivre cette société. Aujourd'hui, elle est en danger. Il faut donc qu'on intervienne pour la sauver de ce danger. Et qui peut mieux que son actionnaire calédonien le faire? C'est lui qui doit le faire au premier chef. Danger, et est-ce que vous pensez qu'au bout du compte, ce fameux prêt, qui est consistant, va suffire à la renflouer ou pas? Alors, chacun a dit, ça dépend du cours du nickel. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 10 000, mais il n'atteint pas le niveau qui permettrait à l'ensemble des entreprises mondiales de sortir de l'ornière. Et donc, il ne faut pas tabler sur une crise qui va s'arrêter en 2017 ou 2018. On a été incapable de la prévoir. De prévoir l'arrivée de la crise. Comment serait-on capable aujourd'hui de prévoir la sortie de crise? Je crois que la Calédonie doit s'équiper, entre guillemets, pour traverser la crise. C'est ce que je dis dans mon livre. Et la façon de traverser la crise, elle est comme dans tous les pays du monde. Il faut que la Calédonie bâtisse un modèle de développement économique qui soit adapté aux nouvelles conditions économiques qui sont celles de son environnement et ses propres conditions. Et ce modèle de développement économique ne peut venir que de la nouvelle configuration des politiques publiques. Fiscale, éducation, formation professionnelle, investissement public, règlements économiques, loi du travail. Ce nouveau modèle de développement économique, qui est demandé par beaucoup, doit avoir comme objectif la croissance des entreprises calédoniennes. C'est ça
le principe de la sortie de crise. On reste dans l'économie, la TGC est en marche, c'est ce qui va remplacer, qui va devenir une TVA locale, hein, en gros. Il y a des divergences entre vous, les loyalistes, entre Calédonie Ensemble et les Républicains. Il y a deux choix de société, et d'un côté plutôt un libéralisme, de l'autre côté plutôt un socialisme, on va dire, libéral, mais pas sur la TGC, c'est la TVA à la sauce calédonienne, c'est-à-dire l'impôt qui a la plus forte assiette, donc tout le monde va payer l'impôt. Oui, mais entre vous, les loyalistes, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Et c'est celui qui va permettre d'assurer l'équilibre du budget dans les années futures, tellement il est productif. Le désaccord, il est pas vraiment sur la TGC, il est davantage sur ce qui est appelé la loi sur la compétitivité. C'est sûr. Et pourquoi vous n'êtes pas d'accord ? Eh bien parce que dans tous les pays du monde, la compétitivité des entreprises, c'est donner aux entreprises le cadre fiscal, administratif, de la loi du travail, l'ouverture au marché, pour les rendre plus performants et permettre l'accès à des bénéfices et au maintien de l'emploi. En Calédonie, ce que j'ai compris, c'est qu'il s'agit simplement de restreindre les marges des entreprises et de taxer les prix. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait ce qu'on appelle ailleurs qu'en Calédonie, restaurer la compétitivité des entreprises. C'est un modèle qui nous est propre, mais c'est un peu comme si sur un corps, alors après on verra les aménagements, c'est pour un corps qui est atteint d'une attaque microbienne ou de bactéries, on dit, attendez, on va pas savoir quelle est la cause, on va libéraliser pour ça, on va faire un garrot à une jambe. Voilà. Libéraliser un peu plus l'économie, si je vous comprends bien. Et, il faut plutôt que de l'encercler dans du protectionnisme ou de l'étatisme. Écoutez, on a importé ici, on a fait du copier-coller du modèle français qui n'est pas le modèle européen. Français socialiste. Français socialiste, mais vous savez, il y a eu des gouvernements de droite et de gauche qui se sont succédés et qui ont fait la même politique qui aujourd'hui est décriée dans toute l'Europe et notamment dans les pays les plus performants. On a importé ça. On a importé ce modèle. C'est pas une bonne chose pour vous ? Il faut redonner la place aux entreprises, et les entreprises ne peuvent se développer aujourd'hui dans le monde qui est le nôtre que dans un cadre libéral qui doit être suffisamment encadré pour garantir l'intérêt général, mais qui doit être d'essence libérale. On l'a bien compris. L'entreprise, la croissance de l'entreprise, ça ne se décrète pas. On en vient aux Républicains. Il y a des courants maintenant chez les Républicains dans votre parti. Dans tous les partis, il y a des courants. Oui, mais là, il y en a un peu plus. Il y a un canal historique, un canal enfin pas dire de rénovateurs, mais de jeunes. Est-ce que vous n'avez pas peur d'une implosion ? L'implosion, elle a déjà eu lieu. Je rappelle qu'on parlait des accords de Matignon. Il y avait deux grands partis politiques à l'époque. Il y avait le RPCR, le Rassemblement pour la Calédonie dans la République, qui a lutté contre l'indépendance association, je le rappelle, et puis le FLNKS. Et donc, la quasi-totalité des partis politiques, Front National exclus, qui existent aujourd'hui, viennent du Rassemblement pour la Calédonie dans la République. Donc l'implosion, elle a eu lieu. Oui, mais vous voyez pas. Et donc, le retour à la maison sous une forme, quelle que soit la forme, ce ne sont pas des vassaux qui reviennent, c'est plus un accord qui se fait. Eh bien, je crois qu'il est bienvenu dans la situation actuelle de la Nouvelle-Calédonie. Et qui saura faire la synthèse, alors, au sein de ce parti ? L'intelligence des uns et des autres, et l'intelligence doit s'opposer aux égos et aux ambitions démesurées de certains. Voilà. On en vient à la Calédonie et à ses clivages. On voit qu'il y a trop d'identités, semble-t-il, il manque une identité commune. On arrive dans des postures de repli sur soi. On a les Kanaks d'un côté, les Calédoniens de l'autre, les métropolitains qui font un troisième groupe. Vous qui avez écrit sur les Chaldiens, une identité commune, vous ne trouvez pas que c'est un peu navrant d'en arriver avec ce concept de destin commun, de vivre ensemble, à ces clivages dans un pays clivé comme ça ? Je pense qu'on perd du temps. On perd du temps, surtout le destin commun est une merveilleuse ambition. Ce que j'ai écrit, c'est que nous sommes tous calédoniens, d'adoption, ceux qui sont installés en Nouvelle-Calédonie, ou de naissance. Dans la famille des Calédoniens, il y a 2 enfants, il y en a un qui a une identité et l'autre qui n'en a pas. Et on les appelle les non-Kanaks. Non-Kanak, ça veut dire négation de l'identité. Et je dis, pour rétablir l'équilibre et pour faire qu'on prépare ensemble un destin commun, il faut établir l'identité du deuxième enfant, que j'ai appelé les Chaldiens, parce que nous avons
une vraie identité. Nous avons une culture au sens de Cicéron, quand Cicéron a développé ce concept de la culture qui n'était pas la culture de l'igname et du tarot. Nous avons une langue française qui est parlée en Calédonie. Nous avons des artistes. Nous avons, par exemple, les dessins de Berger. Oui, mais on a du communautarisme rampant. Oui, mais et ça, c'est négatif quand on voit les États-Unis aujourd'hui. De conjuguer. C'est dangereux. Non, mais cette identité qui rassemble les diverses origines dans les Chaldiens permet de combattre le communautarisme et de créer une identité commune. Et je pense, enfin j'en suis intimement convaincu que la construction de cette identité, qui pourrait d'ailleurs aboutir à un emblème, celui des Chaldiens, qui pourrait se mêler à l'emblème de l'identité kanak pour faire le drapeau commun, mais à condition qu'on ait notre identité, c'est le fondement d'un destin partagé pour le futur. Merci Gaby Briot, on est arrivé aux 15 minutes de notre entretien. Merci pour ces précisions. Avant de se quitter, on regarde notre agenda de la semaine. Lundi, le conseil d'administration de la société